Bonjour à tous, bienvenue dans ce déjà 22e épisode d'Entrecast de la saison, en compagnie de notre égérie préférée Emmanuel Klein. Bonjour Emmanuel. Et de notre journaliste le plus sexy du Sud-Ouest et représentant de notre partenaire BD Geste, Laurent Gianatti. Bonsoir Laurent. Bonsoir Nicolas, c'est du Sud-Est, pas du Sud-Ouest. Mais bon, ah, Sud-Est, autant pour moi. Il fait de la BD, il fait pas de la géo, laisse tomber. C'est ça. Nous recevons aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le scénariste Marwan Kahil. Bonsoir Marwan. Bonsoir. Qui est venu nous parler de son album Albert Einstein, La poésie du réel. Ouais. Emmanuel nous parlera dans un instant de l'événement 48 heures de la bande dessinée. C'est bientôt. Et comme d'habitude, Laurent nous présentera son coup de cœur de la semaine, on va vite voir ça, et puis nous terminerons en parlant des livres qui ont retenu notre attention cette semaine. Eh bien, nous vous souhaitons à tous une excellente émission, et c'est parti. Alors Emmanuel, parle-nous de notre invité. Notre invité s'appelle Marwan Kahil. Alors moi j'ai connu ce garçon, autant vous dire, je vous balance tout. Il travaille au festival d'Angoulême à la direction artistique, il a monté plein de choses sur le festival, donc il connaît bien le monde de la bande dessinée. En revanche, tout nous prêtait à ne pas forcément se continuer à se voir parce qu'il est architecte. Alors vous voyez, on se dit bon, il va nous faire des musées de la BD, c'est super. Eh bien non. Finalement, il écrit des histoires, regardez, c'est son premier scénario de bande dessinée, donc quand j'ai vu que c'était signé par lui, je me suis dit mais j'aime beaucoup ce garçon, il est très talentueux, allons voir ce que ça donne. C'est une biographie d'Albert Einstein en bande dessinée. Alors Marwan, finalement, vous vouliez écrire, vous vouliez pas construire des monuments ? Moi, en fait, au départ, j'ai toujours écrit des histoires. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, j'étais encore étudiant, j'avais eu un prix de scénario, j'avais gagné un concours, c'était les éditions d'Argo qui l'avaient organisé. Et mon premier festival d'Angoulême en 2006, c'était parce que j'avais été lauréat de ce concours. Ah, bah voilà. Et c'était Juanjo Guarnido qui devait illustrer mon scénario, ça s'est pas fait. Les éditions d'Argo ont été géniales, enfin, ça s'est bien passé malgré tout. Mais c'est vrai que Guarnido, cette année-là, avait eu le prix pour Black Sad, Ouais. et que voilà, ce scénario-là n'avait pas pu avancer, et puis Dargo était en restructuration, il y avait un changement d'équipe. Mais c'était pas Einstein, c'était autre c'était chose pas du coup. tout Einstein. C'était quoi ? C'était un scénario assez... la semaine dernière, vous parliez de la Colombie, de la drogue. Ouais. C'était un truc assez similaire, et il y avait beaucoup d'enjeux. C'était un thriller assez violent, quoi. C'était pas mal. Je pense que vous avez tous vu Sicarios récemment. Oui. C'était assez sûr. similaire. D'accord. Alors, j'ai été un peu frustré à l'époque, donc j'ai poursuivi mes études et je l'ai rangé dans les tiroirs. Donc, je pense qu'il ressortira un jour. Mais j'ai toujours écrit, et en tant qu'architecte, on est aussi des scénaristes de l'espace, c'est-à-dire qu'on doit scénariser l'ergonomie, le lieu de vie, on doit imaginer des parcours, donc on doit projeter. Je pense qu'un scénariste est assez proche d'un architecte finalement, parce que on est comme des réalisateurs de cinéma. On aurait tendance à dire que plutôt un dessinateur est proche d'un architecte, parce qu'il y a justement cette gestion des espaces, des volumes, etc. Vous n'avez pas vous avez jamais pensé à devenir dessinateur ? Je dessine beaucoup. Maintenant, mon cerveau fuse un peu dans tous les sens. J'ai beaucoup de projets en cours actuellement. J'ai vraiment pas mal de projets en cours, et pour qu'ils prennent vie, j'arriverai pas à les dessiner. Ça prendra trop de temps. Le scénario, ça prend du temps. Il y a beaucoup de documentation en amont. Ouais. On doit vraiment avancer sur le projet de manière assez efficace. Et quand on est sur plusieurs projets, il faut réussir à bien gérer son temps. Donc ça prend du temps le scénario, mais on arrive à pouvoir gérer plusieurs projets en même temps, alors qu'un dessinateur, il doit vraiment être sur sa table à dessin, sur sa planche à dessin. Il doit bosser comme un fou toute une année sur Mais l'architecture, c'est bien fini. L'architecture, c'est fini. Moi, je suis passé par pas mal d'agences. Alors, je suis toujours scénographe. Je collabore avec le théâtre parfois sur certains projets. Et je continuerai à faire de la scénographie. Et puis, si j'ai un voisin ou un pote qui veut une extension, je tâcherai de le faire. Mais voilà, l'écriture a toujours été là, et ça me permet de m'extirper de pas mal de choses. Moi, j'ai des origines libanaises. Au Salon du Livre, on a eu une rencontre qui s'appelle Imagine la paix, là, c'était le 24. Qui parlait justement de tout ça. Et moi, en tant que Libanais, j'ai des choses à raconter par rapport à tout le vécu familial, à tout le vécu, à toute l'identité qu'il peut y avoir derrière tout ça.
et en tant également que français, parce que je me sens plus français que libanais maintenant que je vis en France depuis déjà pas mal de temps. J'ai aussi des choses à raconter par rapport à beaucoup de choses. Voilà. Alors les choses à raconter en tout cas aujourd'hui en bande dessinée, c'est Albert Einstein que vous avez Ouais. voulu mettre en scène, raconter sa vie. C'est quasiment toute sa vie, hein, donc, de vous raconter dans ce gros livre de bande dessinée qui vient de paraître. Cela dit, la question que je me suis posée, c'est la physique pour le coup, c'était quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est le personnage, c'est son histoire, c'est ce qu'il a apporté à notre histoire, à notre humanité. Alors, Qu'est-ce qui vous intéressait d'abord? Ce qui est génial avec ce bouquin, c'est que c'est un travail de commande, c'est-à-dire que j'étais lors d'une soirée avec Guillaume d'Horizon, qui est scénariste, que vous devez peut-être connaître. Le frère Oui, de bien Xavier. sûr, ouais. Le frère de Xavier. Clotilde Bruno, également scénariste, était là. Et tous deux savaient que je voulais revenir à l'écriture. Ils avaient vu que j'avais une sorte de frustration, qu'il fallait que je revienne à tout ça. Ouais. Et ils m'ont présenté Jean-Paul Moulin, qui initiait la collection 21 grammes de la maison Les d'édition. maisons d'édition. La maison d'édition 21 grammes, au sein de laquelle on essaie de raconter les destins qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment une approche sur un scientifique, Ouais. un grand homme, de manière à englober sa vie du début à la fin, mais avec un angle d'attaque qui puisse se révéler assez efficace. Mais c'est une approche historique quand même. C'est une approche historique, Fidèle. on est fidèle. Moi, j'ai réussi quand même à raconter les choses à ma manière en inventant quand même une situation un peu fictive qui est un Albert Einstein qui raconte à un de ses étudiants son parcours. Ça Ouais, m'a permis ouais. de rentrer dans l'intimité. Moi, mon approche a été de rentrer dans l'intimité de cet homme. Je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de tout à coup côtoyer Albert Einstein à l'Institut d'études avancées. Qu'est-ce que ça faisait de le voir à l'œuvre et de voir tout son réseau d'amitié qui lui a permis de devenir le génie qu'on connaît. Ah, c'est un fantasme en fait de rencontrer Einstein en vrai. En vrai, et surtout de voir son intimité et de voir les petites anecdotes qui ont fait qu'il a pu avancer sur tout ça. Il y a des émissions sur France Culture, d'autres sur Arte qui m'avaient déjà nourri par rapport à ce personnage. Et moi, j'allais à New York quelques jours après que Jean-Paul m'ait proposé ce projet. Et je suis allé à Princeton et j'ai accepté le projet parce que je me suis dit pourquoi pas. C'est une contrainte, la biographie. Donc c'est une contrainte, et les contraintes, c'est très très généreux, comme en architecture. Hein. Ça permet d'avancer, ça permet de structurer le propos. Donc j'ai accepté le projet et je me suis lancé à cœur perdu dedans. C'est Manuel Garcia Iglesias qui est au dessin. Oui. Et il a une vraie fluidité, un vrai talent. Là, le style est réaliste. Mais C'est son premier livre en français, mais vous connaissiez ses productions en Espagne? je vous avoue que j'ai pas encore vu tout son travail, mais là, c'est son premier livre. C'est son premier livre en France. Ses autres productions en Espagne étaient pas mal, surtout en couleur. Il est très très doué à la couleur. Il a fait la couverture d'Albert Mais c'est pas de Einstein. chance parce que là, pour le coup, il n'y en a pas de couleur. C'est la couverture, il vient de le dire. Écoutez ce que dit notre invité. La couverture est à la peinture à l'huile et à l'intérieur de l'album, on a opté pour ce noir et blanc et ces nuances de gris volontairement pour être dans un texte assez sérieux et plongé dans une sorte comme si c'était des photographies en noir et blanc. Ouais. Donc on voulait provoquer ce côté un peu archive avec Jean-Paul. Un côté récit éducatif un petit peu aussi. Alors, Oui, alors pardon, je m'arrête sur cette page-là précisément, voilà, où là, en fait, parce qu'évidemment, c'est pas seulement son histoire à lui, sa belle histoire avec sa femme et sa deuxième femme, et ce qu'il a rencontré, et ses amis chimistes et physiciens, mais c'est aussi, vous expliquez la théorie, et le dessin, c'est quand même idéal pour expliquer comment ça marche. c'est très pédagogique à ce niveau-là. Là, vous pouvez expliquer la page que je montre? La page que vous montrez, c'est donc lorsqu'il débute sa réflexion sur la théorie de la relativité générale, dont on a fêté le centenaire en 2015. La théorie de la relativité générale, c'est lorsqu'il commence à aller plus loin que la théorie de la relativité restreinte, qui était les premières théories de l'année miraculeuse de 1905. Oui. La théorie de la relativité générale, c'est l'espace-temps courbe, et c'est l'idée qu'il n'existe pas nécessairement de gravité comme le pensait Newton. En fait, il n'y a pas de gravité. Quand on ne tombe pas à cause de l'effet de la gravité. Finalement, on fait une chute qui est plutôt libre. Et les expériences de pensée d'Albert Einstein, parce que le dessin est très fort pour ça, pour retranscrire ces expériences de pensée, Albert Einstein visualisait ce qu'il théorisait. Et là, on est 7 ans avant la finalisation de cette théorie, hein, donc dans cette scène-là. Avant le E égale MC2, Voilà. le fameux. Lui, c'est un rêveur, Albert Einstein. Il y a une citation qui est très connue, qui est l'imagination est plus importante que le savoir. Je pense que le monde de la bande dessinée, et moi, je suis venu vers le monde de la bande dessinée, parce que quand j'étais enfant, j'ai eu besoin de cet imaginaire-là. Et mon père est décédé quand j'étais enfant, il était ingénieur architecte, et l'image m'a beaucoup nourri, m'a donné à apprendre beaucoup de choses. Et donc là, dans cet exemple-là pour Albert Einstein, l'expérience de pensée matérialisée par le dessin de Manuel fonctionne plutôt bien.
Et elle permet d'expliquer tout à coup le fait qu'un homme, lorsqu'il tombe, si la boîte à outils tombe à côté de lui, et ben Albert Einstein avait prévisualisé ce qu'était la pesanteur et avait expliqué qu'en fait, il n'existe pas de gravité comme Newton nous l'avait toujours expliqué. Donc, Il y a que des comme ça un peu techniques où des gens aussi béotiens que moi vont quand même enfin comprendre de quoi on cause. Et puis alors, il y a un travail historique admirable parce que évidemment, il a fallu retrouver les endroits où ça se passe. Il a beaucoup bougé, il a beaucoup été invité dans plein de capitales du monde pour aller parler de son travail. Par exemple, là, je donne un exemple. Les pages ici, là pour le coup, je connais, donc je sais que c'est bien fait. oui. La place de Bruxelles avec le métropole, je connais cet hôtel à Bruxelles, je connais cette place. On y est. Non, mais c'est vrai. J'ai pas été vérifier les autres endroits, mais cette preuve en est ici qu'on a un travail de reconstitution historique, c'est important évidemment, Oui, parce qu'on est dans une histoire vraie. Je pense que pour le coup, moi j'ai plein d'autres projets en cours actuellement où je peux développer des imaginaires sur des mondes d'heroic fantasy ou d'autres, ou penser à notre époque contemporaine, donc j'ai pas besoin de trop de me documenter sur ça, mais pour Albert Einstein, il a fallu vraiment ne pas faire d'anachronisme, bien se concentrer sur les lieux, l'architecture, vérifier que tel bâtiment n'existait pas à l'époque, etc. Donc ça, je l'ai fait en amont, et j'ai envoyé à Manuel donc, le script avec toute la documentation. Et vous disiez que c'est un travail de commande, c'est ça? Oui, c'est un travail de commande, et pour le coup, ouais, c'est ça. c'est la question que je voulais poser précisément, parce qu'à la fin, on découvre les livres qui vont paraître. Je me suis posé la question de savoir si vous, on vous avait demandé de choisir parmi tous ces personnages célèbres. Est-ce que vous aviez plutôt envie de raconter la vie de Nelson Mandela, Martin Luther King ou Rodin, et vous avez choisi Einstein? C'était comment le casting? Non, je pense que Jean-Paul avait envie de faire Albert Einstein, et qu'il a su que moi, en tant qu'architecte, je pouvais aller... avoir une sensibilité. Donc je vais pas... Voilà, il y a encore quelques projets peut-être que un Jean-Paul autre personnage proposera. Peut-être. Donc je j'ai pas le droit d'en parler maintenant. Non, Peut-être, mais avec un grand sourire, on ne nous la fait pas à nous. Mais pour être franc, le Rodin, moi j'adore Auguste Rodin. Ouais. Et c'est vrai que j'adore Joël Alessandra aussi, puisque je le suis depuis plusieurs années sur tous les livres qu'il a fait, notamment par rapport à toutes ses aventures en Éthiopie. Et j'aime beaucoup Joël Alessandra, et donc le Rodin, j'ai hâte de l'avoir entre les mains, il va sortir bientôt, et j'ai adoré le Eiffel, parce que voilà, je suis architecte, donc je pense que c'est logique. En tout cas, du Dalai Lama à Steve Jobs, voilà, c'est quand même, ce sont effectivement les grands hommes de notre siècle, et même avant. Jean-Paul m'avait raconté, et c'est ça qui m'avait poussé à travailler là-dessus, c'était que 21 grammes, c'était... c'est une anecdote, hein, on n'est pas sûr, mais on n'a pas vérifié ça scientifiquement, mais c'était à ce qui paraît le poids de l'âme. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, et ça m'avait plu, et je pense qu'on peut autant apprendre de Pelé ou du Dalai Lama qu'on peut apprendre de Gandhi ou d'autres, et d'ailleurs il y a un clin d'œil sur Gandhi dans Albert Einstein, puisqu'ils étaient tous les deux très proches. Souhaitons en tous les cas que ces 21 grammes, on y a affaire le plus tard possible, les uns et les autres, n'est-ce pas? Ça va aller dans les écoles ou pas? Alors, est-ce que l'éditeur je pense que ça peut marcher à ce moment-là. Moi, dans les remerciements que j'ai faits, j'ai remercié l'école où j'ai été quand j'étais à Beyrouth. Et je pense que ça peut, en bibliothèque, dans les écoles, ça peut avoir un intérêt. Et je pense que ça peut se lire à tous les âges. Albert Einstein, donc au dessin, Manuel Garcia Iglesias et Marwan Khalil, notre invité aujourd'hui pour le scénario, donc à découvrir toute nouvelle maison d'édition, 21 grammes, collection Destin d'histoire, vous aurez compris qu'on parle de grands hommes. Parfait, nous on va passer à la suite. La suite c'est dans un petit instant, Emmanuel va nous parler des 48 heures BD. Les 48 heures BD, c'est bientôt, c'est chaque année le premier, alors c'est pas le week-end parce que c'est vendredi et samedi, donc tout début avril, ce seront donc les vendredis 7 et 8 avril, donc pas ce week-end, mais très très vite, donc on en parle dès maintenant pour que tout le monde soit prêt. L'idée, ce sont 12 éditeurs qui s'associent chaque année pour proposer un titre, un extrait donc d'un album. Là, vous voyez, on voit une petite bande-annonce qu'ils ont préparée. Ce sont les 12 albums sélectionnés cette année par les 12 éditeurs. Donc il y a de la bande dessinée, il y a du manga, il y a du comics, évidemment. Ça représente tous les genres de la BD. Il y a des BD d'histoire, il y a des BD pour les petits, pour les grands. L'idée, c'est vraiment de faire une petite carte postale de la bande dessinée et de pouvoir comme ça faire rentrer des gens en librairie, puisque ces livres-là sont vendus à 1 € pendant 48 heures. Pardon, c'est le nom de l'opération. Cela dit, ce n'est pas seulement ça, évidemment, parce que ça va donner envie d'aller avoir des bouquins pas chers, ça fait plaisir, mais ce sont aussi tout plein d'animations dans toutes les librairies en France et en Belgique. Il y a 1500 librairies qui sont concernées, qui proposent l'opération, et il y en a une centaine seulement, je vais dire, parce que ça fait, j'imagine, pas mal de boulot à organiser, qui proposent également des animations, des ateliers de dessin pour les enfants, des ateliers des scénaristes qui vont parler également de leur métier. Enfin, il y a tout plein de choses. Allez vous renseigner dans votre librairie à côté de chez vous, il y a forcément quelque chose. Sur le site, évidemment, 48heursbd.com, vous avez toutes les opérations. C'est les éditeurs qui choisissent la sélection
sélection, elle vient d'où? Chaque éditeur je propose des titres et ensuite ils sont 12 donc ça se vote parce que moi je voudrais plutôt avoir mon titre jeunesse, moi je voudrais plutôt avoir mon titre machin et puis évidemment c'est Urban Comics par exemple qui est en comics donc il n'y a qu'un seul titre de comics. D'accord. Là il n'y a pas bataille. D'accord. Il y a 2 éditeurs de mangas, c'est Kazé et Kana et donc du coup on a 2 mangas dans la sélection. D'accord. Et puis dans les autres titres là pour le coup franco-belge plus généralistes, Dupuis, Delcourt, enfin ceux qu'on voit là, Jungle et autres, et bien eux chacun donc a choisi un titre et l'idée vraiment chacun de proposer une sélection encore une fois plurielle et qui représente la diversité de la bande dessinée aujourd'hui. Et vraiment, donc encore une fois, la BD 7 à 77 ans, typiquement, là, on est même au-delà, puisqu'il y a des livres pour les plus petits et puis pour les plus grands. Voilà, moi, je trouve que c'est une belle opération, encore une fois. Ça permet de parler de bande dessinée à un autre moment qu'au Festival d'Angoulême. On y faisait référence avec Marouane il y a quelques minutes, mais c'est une belle fête de la BD, vraiment. Voilà, ce qui serait sympa, c'est que chaque année, il y ait des livres supplémentaires, de plus en plus, que la section soit encore plus large, pourquoi pas, dans les années à venir. Alors, de toute façon, l'opération augmente chaque année. Là, par exemple, je parlais donc de cette animation, ça se fait seulement depuis 2 ans. Avant, il n'y avait que les BD à 1 €. Enfin, il y a plusieurs évolutions. Et par exemple, cette année, ils sont associés à l'association Coucou Nous Voilou, qui est une association qui va dans les hôpitaux et qui, pour les enfants malades, en fait, ils ont des abracadabox. Donc, ce sont des de boîtiers en plastique qui cachent les perfusions. Et donc, ils en ont toute une sélection qui a été faite spécialement pour l'opération 48 heures BD avec des visuels donc des éditeurs présents dans l'opération. Je rappelle que tout est financé par les éditeurs. Du coup, voilà, c'est pas non plus 12 000 bouquins, il faut les imprimer, les 230 000 euros. Voilà. Ces livres-là, donc pardon, juste terminer sur les abracadabox, donc il y a des auteurs qui vont aller dans les hôpitaux pour faire des animations, les éditeurs donnent 1000 livres pour constituer des bibliothèques dans les services pédiatriques, et puis, je disais 230 000 livres à 1 €, ça fait 230 000 euros de gagnés. Avec ça, les éditeurs offrent 50 000 livres dans les CDI, dans les bibliothèques pour les enfants, etc. Une autre sélection que les 12 livres, que c'est du coup une sélection un peu plus adaptée, évidemment, aux enfants et aux collégiens qui lisent des bandes dessinées. Et puis cette année, c'est Alfred Le Parrain. Chaque année, il y a un auteur qui s'investit particulièrement dans l'opération et qui signe une très belle affiche. La BD est en fait vraiment, moi je trouve très très réussi, ce beau dessin d'Alfred, voilà, où on voit du coup les personnages qui sortent des livres qui vont faire la fête. Alfred est génial. Alfred avait notamment eu le prix, le Fauve d'Or à Angoulême pour son Comé Prima, mais ça fait très très longtemps qu'il fait plein de choses épatantes. Et là, vraiment, on a le robot reprend de la science-fiction, on a un cow-boy, on a une... Voilà. Enfin, je trouve ça, évidemment, c'est encore une fois une belle opération, c'est chaque année, 7 et 8 avril, à noter. Je trouve que ça serait pas mal que d'autres éditeurs, peut-être un peu plus petits, un peu plus indépendants, se mettent aussi à ce genre de choses pour faire découvrir leur propre travail. Alors, il y a 2 choses. Alors, on rentre dans les détails si vous voulez, mais il y a des éditeurs plus petits qui vont être associés pour la première fois cette année. Alors, je peux les citer parce que ça et là, Cambourakis, Lagrume, La Cafetière, Varoum et les Rêveurs, qui sont associés via une opération qui concerne uniquement l'Île-de-France, où en fait les auteurs vont aller rencontrer des lycéens dans des classes de seconde. Il y a je sais plus combien de classes de seconde qui aura la chance d'avoir un auteur chez eux pendant 1 heure de cours au moins, et une session en tout cas d'animation liée à la bande dessinée. Mais évidemment, ces éditeurs-là n'ont pas les moyens d'imprimer. Là, en l'occurrence, ça fait 19 300 albums, je crois, par tête de pipe, par éditeur. C'est des sous, ça coûte beaucoup d'argent. C'est eux qui payent toute la com, même s'il y a des aides, etc., des partenaires. Mais voilà, c'est une opération quand même vraiment financée par les éditeurs, je le disais, et les petits sont pas forcément... Voilà, alors ils sont associés cette année par cette opération-là. Il y a d'autres choses en cours, on en reparlera dans les années à suivre, mais voilà, je trouve que c'est une belle OP. C'est de quel jour à quel jour? 7 et 8 avril, vendredi 7 et samedi 8 avril dans toutes les bonnes librairies, 2 jours pour faire la fête de la BD. Eh ben merci Emma. Nous allons maintenant demander à notre ami Laurent de nous présenter son coup de cœur BD Geste de la semaine. Laurent, nous avons hâte de t'entendre. Que nous as-tu concocté cette semaine? Eh bien, un vrai coup de cœur pour le coup. Il s'agit de La France sur le pouce, dessiné par Ficile et scénarisé par Olivier Courtois chez Dargaud. Donc je pense qu'on a tous eu envie un jour ou l'autre de tout plaquer, de laisser derrière soi sa maison, son travail, et de partir trouver son bonheur sur la route, au gré des rencontres et des aventures. Eh bien, Olivier Courtois l'a fait. À presque 40 ans, lui, journaliste indépendant, il vit de ses piges qu'il va un petit peu à des journaux parisiens. Donc parfois ça ne marche pas, il devient ouvrier dans une usine, donc il n'avait pas trop d'attaches. Il sortait d'une séparation, il a décidé de prendre son sac à dos. Il habite à Lyon. Et de prendre la première voiture qui passait en stop. Donc il monte dans une voiture et il part à l'aventure. Il va faire le tour de France comme ça. Et il va aller de région en région, de rencontre en rencontre, de voiture en voiture. Il va à la rencontre donc finalement de la France, plus ou moins profonde. C'est vraiment une chronique sociale, une chronique humaine aussi. Il part dans le Jura, il part dans le Nord, il passe en Bretagne, il descend dans le Sud-Ouest, Sud-Est, et il va remonter. Alors, je vais pas vous dévoiler la fin, mais plutôt péniblement à Lyon, parce qu'il va y prendre goût, ce goût de liberté.
Les rencontres sont magiques. Il rencontre aussi bien des chefs d'entreprise que des repris de justice. Et il s'enrichit de tout ça. Ouais. Et lorsqu'on parle de parcours initiatique pour les ados, là, c'est vraiment à 40 ans, il a aussi un véritable parcours initiatique. Il va aussi se découvrir à travers le regard des autres et à travers les aventures qu'il va vivre en France. Bon, ça t'a donné envie de sortir ton sac à dos et hop, les baskets et d'y aller. Presque, ouais, c'est vrai, presque, Nicolas, presque. Et il a rencontré Ficile, en fait, le dessinateur, parce qu'ils ont bossé tous les deux à la revue dessinée. Ouais. Donc c'est Ficile qui s'occupe des dessins, aidé par Drac aux couleurs. Donc les couleurs sont magnifiques. En fait, Olivier Courtois arrive assez souvent en soirée. Voilà, on voit des images magnifiques, notamment celle de droite. On voit bien le lever du soleil, le coucher du soleil qui sont très bien rendus par les couleurs. C'est un dessin très sobre aussi, parce qu'il n'est pas toujours évident de raconter les aventures de quelqu'un d'autre. Donc Ficile a dû récupérer tous les souvenirs que Olivier Courtois a. Et donc Olivier Courtois a aussi filmé un petit peu ses aventures. Donc Ficile a tout récupéré, et le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle BD à découvrir. Pour tous ceux qui ont une âme d'aventure, et aussi ceux qui auraient aimé J'irai dormir chez vous Bah oui, on pense à ça, évidemment. J'ai retrouvé un petit peu l'esprit d'ailleurs de cette émission dans la BD, donc c'est vraiment une belle BD. Merci Laurent. Comme d'habitude, tu nous as pleinement satisfait, tu nous as fait rêver, on est déjà sur les routes, tu vois. Nous allons nous aussi parler des livres qui nous ont plu. Emma, qu'est-ce que vous avez à nous proposer cette semaine ? Est-ce que vous voyez ce très beau livre, cette très belle couverture ? C'est la première chose qui intrigue lorsqu'on découvre ce livre-ci. Il s'appelle Hypnose. Hypnose, en fait, donc, vous voyez, c'est vert avec des lettres dorées. Et puis, ce visage à peine esquissé, je trouve que cette couverture est juste sublime. Elle détonne. Moi, j'ai reçu une pile de livres, et quand j'ai vu celui-ci, tout de suite, elle m'a intriguée. Elle a vraiment quelque chose qui attire le regard. Et puis ensuite, alors, je connaissais pas le dessinateur. En revanche, je connaissais bien le scénariste Laurent Galandon, donc ça, je me dis, bon, bah, c'est bien. Je vais aller voir, je vais aller ouvrir. Je ne savais pas j'ai pas voulu lire le communiqué de presse avant, j'ai rien voulu voir. J'ai su aller directement découvrir ça. Vous voyez, les pages de garde, je continue à ouvrir, elles sont hyper hypnotiques, parce que oui, c'est ça le thème. Hypnose, on parle d'hypnose. Et en fait, ça se situe, c'est un livre historique. On est juste après-guerre, on démarre en 1918, 1919. Après la première guerre. Hein. Oui, la Première Guerre mondiale, 1919, c'est la première, effectivement, bien Nicolas. Et on va suivre cette héroïne qui s'appelle Camille, qui au début de l'histoire, en fait, elle va perdre son... Alors déjà, elle a une petite fille qui est malade, elle a perdu son mari qui a été fusillé pendant la Première Guerre, sauf que c'était pas son mari, du coup, elle n'a pas le droit à la pension, enfin, je rentre pas dans les détails, il a été fusillé. Elle perd son boulot, et donc il va falloir qu'elle trouve autre chose pour gagner sa croûte. Et en fait, avant d'être fusillée, son mari faisait des spectacles d'hypnose. Et donc, elle était assistante, elle simplement était là pour passer les plats. Et puis, en fait, elle a quand même appris à force de le voir faire. Et donc, elle va se servir de ses talents. Je ne vous raconte pas tout, évidemment, puisqu'il va se passer plein de choses. C'est une grande série. C'est la première fois que Laurent Galandon se lance dans une série vraiment comme ça au long cours. Et en l'occurrence, une histoire complète, mais on va imaginer suivre les autres personnages. Et les personnages, et donc la suite de l'histoire. Mais on est vraiment dans cette série qui va évoluer. Et le fait est que, moi, j'ai trouvé ça vachement bien, vraiment. En l'occurrence, elle va se faire embarquer. Alors, on n'appelle pas ça les services secrets à l'époque, mais elle va essayer de rentrer dans un groupe ANAR pour essayer d'aller démanteler des attentats. On croise évidemment des personnages historiques célèbres, je pense à Clémenceau, mais d'autres. Bien sûr. C'est vraiment un contexte historique réel. Et puis, donc, je le dis, là, on est en 1919, le prochain tome sera en 1920, etc. Les personnages vont grandir, évoluer. C'est pas comme Tintin qui bouge jamais. Eux, ils vont vieillir et grandir. Et je trouve que c'est très bien raconté. Évidemment, on joue avec l'hypnose, puisqu'encore une fois, c'est son talent. Et donc, il y a plusieurs scènes qui sont assez bluffantes et où, ça, évidemment, ça marche très, très bien. Elle utilise en fait ce qu'elle sait faire pour s'en sortir. Les femmes à ce moment-là, c'est pas une condition idéale quand on est une femme seule en 1919, et c'est ça que ça aussi raconte aussi. Voilà l'histoire de cette héroïne sur cette couverture. Hypnose donc de Laurent Galandon et Attila Foutaki, il a un nom quand même assez rare. Ça vient de paraître aux éditions du Lombard et je vous le recommande vivement. C'est un thriller, c'est drôle parce que c'est un début de série qui me fait un peu penser à ces longues séries comme Jessica Blandy ou Caroline Baldwin, c'est-à-dire qu'on a un personnage principal. Évidemment, c'est dans un décor différent, à une époque différente. C'est très différent. Mais je trouve que l'approche, en termes de série, on a bien une histoire complète qui laisse présager qu'il y aura effectivement des suites, et on s'imagine qu'avec le succès qu'il aura évidemment, il peut y avoir comme ça enfin une longue série, comme ça n'existe plus finalement en ce moment. Voilà, puis je vous le montre, regardez, j'ai rencontré les auteurs, j'ai eu la chance de les voir en vrai, donc j'ai un beau dessin du dessinateur, et puis... vous le lirez, vous ferez un zoom sur la page, eh bien, il a essayé de m'hypnotiser, le scénariste. Si je balance. Il n'a pas réussi. Écoutez, faut lire la dédicace, mais non, mais ils sont vachement bien, ces auteurs-là. En tout cas, la maquette du livre chez le Lombard, elle est hypnotique, elle est vraiment très belle. Ah bah, c'est extraordinaire, c'est vachement bien vu.
Alors moi je vais vous présenter cette espèce d'objet extrêmement curieux, ça s'appelle Au musée, c'est réalisé par Sacha Homer et Jan Frédéric Bandel, qui sont deux auteurs de bande dessinée allemands. Ça sort chez Delcourt dans la collection Tapas. La collection pour rigoler. C'est vraiment un ovni. Globalement, l'histoire est très simple. C'est un frère et une sœur, Gustave et Nifi, se retrouvent enfermés au musée, d'une manière assez générique, on ne sait pas quel musée. On se rend très, très vite compte que ce musée est assez inhabituel parce qu'il est pourvu d'un nombre de salles hallucinantes, qui sont des salles avec des espaces extrêmement grands. On se retrouve dans un pays, dans l'autre, etc. Ils passent d'une salle à l'autre, on ne sait pas trop comment. Ils sont enfermés dans tout ça. Et puis on croise des personnages complètement improbables, autant Charles Manson par exemple que Ernst Junger ou encore Fidel Castro. Donc des personnages complètement... c'est varié. Oui, enfin, c'est complètement hallucinant. On trouve des personnages... des lapins, des grenouilles. Des objets qui parlent, etc. En fait, l'histoire de ce livre est assez intéressante puisque donc les deux auteurs, je redis, Jan Frédéric Bandel et Sacha Homer, en fait ont collaboré ensemble entre 2007 et 2009 pendant 2 années à créer cette histoire jour après jour dans le journal Frankfurter Rundschau, excusez-moi pour mon allemand. Ok, j'ai un allemand de merde. C'est un quotidien allemand et chaque jour en fait il livrait une planche et c'est comme ça que s'est créé donc au jour le jour l'ensemble de cette histoire. Si je devais, moi, résumer un petit peu, parce que c'est irrésumable, je pense que les auteurs ont voulu décrire notre monde, mais à travers les arts, donc à travers le biais du musée. Et il y a une approche autant intellectuelle, philosophique, sociale de notre monde, avec diverses idées. Parfois, on passe d'un dialogue complètement incohérent ou complètement décalé à de grandes pensées philosophiques. Et c'est drôle quand même, la collection Tapas, c'est la collection humour de chez Delcourt. C'est drôle, c'est pas si drôle, c'est plus sérieux que drôle, je trouve. D'accord. Enfin voilà, donc au musée, en plus dans un format que j'aime beaucoup parce qu'à l'italienne, mais qui nous laisse quand même la possibilité d'être rangé dans les étagères, parce que parfois à l'italienne c'est super chiant à ranger. Bon voilà, donc voilà, je vous conseille. Et puis un joli découpage sur la couverture. Et un joli découpage. Voilà, on a présenté ce qu'on avait à présenter. Je suis très heureux, Marwan, de vous avoir reçu pour cette émission. Merci pour votre accueil. Ça a été un plaisir. Merci Emmanuel pour ta belle prestation, comme d'habitude. Voilà. Merci Laurent. Merci à vous. Avec ton sourire charmant. Non mais lui, il drague tous les gens autour de lui, c'est pas possible. Donc, la semaine prochaine, vous retrouverez Christophe, jeudi à 20h, évidemment. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Vous pouvez évidemment continuer à participer et à poser des questions et à faire des commentaires sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez revoir l'émission évidemment en replay sur le site des BD Gestes, sur YouTube ou sur le site de Watch TV. Et en podcast, me dit-on dans l'oreillette. Vive les oreillettes. On vous remercie de continuer à nous suivre, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Merci.